En France, les maladies cardio-neurovasculaires représentent la première cause de mortalité chez les femmes et les plus de 65 ans. Au total, c'est plus de 400 décès par jour. En 2017, elles représentaient un coût de 25 milliards d'euros par an, tous régimes confondus. Face à cet enjeu de santé majeur, MGEN mettait en œuvre un programme innovant de prévention des risques cardiovasculaires. Après 2 ans d'expérimentation en région Occitanie et Bourgogne-Franche-Comté, des résultats significatifs ont montré l'impact positif de Vivoptime sur les déterminants de la santé cardiovasculaire. Vivoptime, c'est optimiser progressivement les comportements en plaçant les participants et patients au cœur de la démarche et de l'action. C'est aussi rendre la prévention accessible à tous, ludique, participative et pédagogique. Outils de sensibilisation, questionnaire d'évaluation des risques, stratégie de parcours, suivi des indicateurs de santé. Le programme Vivoptime a été élaboré avec un board médical de 13 experts permettant de proposer une démarche scientifique rigoureuse et fiable et un accompagnement ultra personnalisé. Vivoptime repose sur une plateforme technologique hautement sécurisée, conforme à la nouvelle réglementation en vigueur sur la protection des données, le RGPD. L'ensemble des données sont stockées chez un hébergeur agréé de données de santé. Vivoptime Cardio, c'est une approche inédite qui allie digital et humain, seule à même de favoriser l'engagement et les usages et de maintenir la motivation et les bénéfices sur la durée. Chaque participant accède ainsi à un accompagnement digital et à un coaching téléphonique encadré par des professionnels de santé. Vivoptime Cardio, vivre mieux avec vous. Donc vous voyez déjà plus précisément ce dont on va parler avec Virginie Femmery, donc, qui est directrice santé-prévention du groupe VIV. Peut-être, Virginie, commencer par nous présenter qui est le groupe VIV. Il y a eu beaucoup de mouvements dans le secteur mutualiste et protection sociale dernièrement. Et donc ces 3 lettres VYV sont relativement nouvelles dans le paysage. Oui, elles sont nouvelles, elles ont tout juste, le groupe a tout juste 1 an. Il a pris naissance le 13 septembre dernier et donc l'objectif de ce groupe, ils sont multiples, mais les objectifs essentiels étaient de pouvoir chapeauter un ensemble du mutuel qui propose des contrats santé, des contrats prévoyance à des adhérents individuels ou à des adhérents collectifs, donc des entreprises du privé ou des ministères, donc fonction publique d'État et fonction publique territoriale. Et au-delà de porter pour le bénéfice et le compte de l'ensemble de ces mutuelles-là et des 10 millions d'adhérents qu'elles représentent, tout ce qui est innovation, développement, la partie R&D prospective qui s'appuie sur des budgets assez importants que les mutuelles individuellement ne pouvaient pas supporter, et aussi sur des expertises métiers que de la même façon individuellement chaque mutuelle ne possédait pas. Alors, votre activité, elle est essentiellement centrée sur Vivoptime au sein du groupe, mais vous faites partie d'une direction innovation, service innovant, qui est, elle, beaucoup plus large. Oui, donc on a une direction des services innovants qui est dirigée par Isabelle Hébert, qui est elle-même directrice générale de la MGEN, qui est une des mutuelles du groupe, qui a vocation à réaliser des services donc pour tous nos adhérents, que ce soit des services d'assistance, des services de santé et de prévention, ou également des services de bien vivre. Par exemple, on travaille sur quels services on peut apporter aux aidants, qui est un vrai sujet pour nous. Moi, j'ai 2 activités, une effectivement très centrée sur la e-santé et qui se déploie au travers de ce programme-là, Vivoptime, et bien d'autres demain, je l'espère, mais également toute l'innovation qu'on peut apporter en santé, qualité de vie au travail. Donc, il y a quand même les 2 casquettes qui sont essentielles pour notre groupe. Et on aimerait, au-delà de ce programme, donc il y a un focus cardiovasculaire, comme vous l'avez compris, peut-être demain de le dupliquer sur des dispositifs qui permettront de gérer les troubles du sommeil quand on travaille en horaire posté, ou les risques psychosociaux qui sont des vrais sujets et qui ont un coût pour nos mutuelles et aussi pour les entreprises. Okay. Alors, donc, le programme, on vient de voir ce qu'il recouvre dans les grandes lignes, et ces objectifs, ces ambitions, on les perçoit bien. Qu'est-ce que vous auriez envie d'ajouter qui ne transparaît pas à travers ce film, qui est cependant bien fait, bien explicite?
Je pense qu'on voulait vraiment mettre un terme à une prévention qui est certes nécessaire, mais qui est aujourd'hui très généraliste et dont on est bien incapable depuis 50 ans d'en évaluer les bénéfices, notamment en termes d'impact sur les déterminants de santé. Donc on a réfléchi en surfant sur la vague de la digitalisation, de comment on pouvait utiliser les technologies au service d'une prévention qui soit plus ciblée, avec une collecte, un traitement des données qui permet demain d'évaluer l'impact sur la santé, donc sur les déterminants de santé, mais aussi sur les dépenses de santé. Donc on en reparlera, je pense, un peu après, sur les évaluations dont on s'est notamment doté pour montrer cette efficacité. Et je pense que c'est important parce que quand on lit le plan santé 2022, il a beau s'appeler plan santé, il est quand même très focusé sur le soin, mais parce que je pense aussi que finalement, si on vient accoler la prévention à la santé, on ne sait pas encore bien dire quelle peut être son efficacité. Alors, par prudence ou pour d'autres raisons, vous avez commencé dans d'autres régions, Bourgogne et Midi-Pyrénées, pour lancer le programme fin 2015. Vous allez nous rappeler le calendrier avant de le généraliser. Donc, des pilotes qui vous ont appris sans doute beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous avez retenu ? Oui, il y a 3 ans de ça, c'était assez récent pour des acteurs de l'assurance que de s'embarquer dans cette aventure-là. Donc on s'est décidé à faire un pilote parce que d'abord il fallait maîtriser les coûts et puis voir quelle était l'appétence de nos adhérents à s'embarquer dans ces dispositifs-là et savoir si ces dispositifs étaient efficaces. De savoir aussi comment ça allait être accueilli ce dispositif-là par les acteurs institutionnels, dont les professionnels de santé. Donc on avait besoin de démarrer petit. On est une petite équipe, donc il nous fallait aussi démarrer de cette façon-là pour nous-mêmes être en capacité d'accompagner le déploiement du dispositif, de savoir de quelles ressources et expertises nous avions besoin. Donc, les évaluations de ces programmes ont donné quel résultat ? Alors, on les a pas terminés parce que c'est un long parcours très complexe que de pouvoir tout évaluer. Donc, on a réalisé 3 types d'évaluations. Des évaluations sociologiques qui permettaient notamment d'identifier quels étaient les usages des adhérents et des professionnels de santé sur le programme, qui ont été plutôt positives, notamment pour les adhérents. Donc, on a bien identifié s'ils avaient plus d'appétence à utiliser la plateforme des professionnels de santé pour être accompagnés ou des outils d'e-coaching ou d'e-learning, l'application mobile, etc. Donc, c'était vraiment un focus sur quels usages, quand, sur quel créneau horaire, par exemple, etc. C'était assez varié. La deuxième évaluation, c'est une évaluation clinique. Donc, nous avons commencé les publications scientifiques sur un ensemble de revues qui ont démontré que nous impactons effectivement les déterminants de la santé cardiovasculaire, notamment en diminuant la pression artérielle systolique, en diminuant le poids, le mauvais cholestérol, en augmentant le niveau d'activité physique, donc moyen par jour, et de façon non significative mais sensible, la réduction de la consommation de tabac. Et la dernière évaluation, c'est la plus importante mais la plus complexe à mener, c'est celle de l'impact de ce type de dispositif sur les dépenses de santé. Pour ce faire, nous avons besoin d'avoir des extractions des données du SNDS. Et donc là, ça fait quasiment 2 ans qu'on y est entre convention avec la CNIL, avec la PHP, qui va nous réaliser ces évaluations-là, l'Institut national des données de santé. Puis au passage, je les remercie parce qu'ils nous aident beaucoup à accéder à ces données. Donc on croise les doigts pour qu'au premier trimestre, on ait l'extraction. C'est une comparaison ici et ailleurs, donc ce que ça donne sur nos adhérents de Vivoptim versus des adhérents d'une autre région qui n'auront pas été exposés au dispositif, enfin à la solution. Voilà, donc on croise les doigts très très fort pour finaliser ça le plus rapidement possible. Et je pense que tout le monde et toute la communauté des professionnels de santé ou notre écosystème e-santé attend ce type de résultats. Alors l'accompagnement, il joue à la fois sur la nutrition, l'activité sportive, puis le suivi d'indicateurs cliniques. J'avais lu dans un des reportages autour de Vivoptim que ce que les adhérents attendaient le plus concernait la nutrition, l'alimentation. Oui, c'est ce qui a le mieux fonctionné. C'est aussi ce sur quoi on était le plus près et le plus outillé. Je pense qu'on peut féliciter finalement les adhérents, les usagers et même les patients, puisqu'ils ont très bien
Et très rapidement, on fait la distinction entre ce que leur apportait leur médecin traitant, donc qui travaille sur la pathologie en tant que telle, sur la prescription d'un traitement et autres, et les bénéfices qu'ils pouvaient retirer de cet accompagnement-là, qui mobilise des professionnels de santé, mais vraiment qui travaillent sur les comportements. Donc le comportement alimentaire, la reprise d'activité physique pour lutter contre la sédentarité, qui est un facteur majeur des maladies cardiovasculaires. Le stress, donc là on sait qu'il y a une demande, mais on n'avait pas forcément les outils, les contenus, les solutions qui permettait d'intervenir sur ce facteur de risque-là, les troubles du sommeil, etc. Donc, ce que nous disent, et ça fait partie du retour d'expérience du pilote, c'est que autant leur médecin, dans les 8 minutes ou 12 minutes de consultation, peut les accompagner sur l'observance de leur traitement ou sur le traitement en tant que tel, la prescription des examens médicaux, ce qui s'y en ont besoin. Par contre, il n'a pas le temps et parfois pas l'envie ou la compétence pour dire quelle confiture ou quel type de pain il faut acheter pour agir efficacement sur l'index glycémique quand on est diabétique, ou où est-ce qu'on trouve moins de sel dans quel plat industriel quand on est hypertendu, et c'est ça qu'on apporte aux adhérents, donc très complémentaire. Parcours de santé, parcours de soins. Et c'était important, en qualité d'assureur, même si on est mutualiste, il fallait trouver le bon positionnement et dans le respect aussi du colloque singulier des patients avec leur médecin. Et en termes d'outils, donc vous avez mobilisé du coaching téléphonique, vous parlez d'applications smartphone, de plateformes. Expliquez-nous un petit peu la palette. Alors, il y a une plateforme numérique avec un ensemble d'outils et de contenus, avec une génération des contenus de façon très individualisée qui s'appuie sur le profilage de nos adhérents, puisqu'on n'a pas les données en amont pour accompagner nos adhérents. Donc, il faut les collecter en aval via des questionnaires, via de la remontée de données qui vient des objets connectés. Donc, on a beaucoup utilisé les devices connectés, tensiomètre, tracker d'activité, j'en passe des meilleurs, et les applications des smartphones. Pour collecter aussi cette donnée-là, et puis on a pu, au sein même du dispositif, récupérer par exemple des bilans biologiques. Alors, pas de façon automatisée, c'est un dépôt d'un document sur le portail, mais qui peut être soumis à la lecture des professionnels de santé. Donc il y a le portail patient, il y a le portail de ces fameux professionnels de santé, ce qu'on appelle le PRM. Patient Relationship Management. Il y a tout le back-office avec des outils qui permettent d'avoir un reporting et de voir l'évolution des comportements, des usages, etc. Donc on a vraiment une suite applicative assez étendue, et c'était un des challenges sur lequel on travaille et partagé avec Maincare. La toute première démarche, donc, c'est l'adhérent lui-même qui est informé de l'existence du programme, qui décide par son libre arbitre de s'inscrire au programme et donc de documenter un certain nombre d'informations le concernant, ce qui permet après effectivement de faire ce profilage et donc d'adapter les contenus qui lui sont destinés plus précisément. Oui, alors d'une démarche très individualisée, malheureusement, on doit passer par une communication très très large et pas du tout ciblée. Ça, c'est une de nos grosses frustrations qu'on n'arrive toujours pas à dépasser aujourd'hui, c'est que malgré de nombreuses discussions avec la CNAM, on n'a pas pu utiliser les données utiles pour dire vous êtes diabétique, vous pouvez disposer de tel parcours de prévention, ou vous êtes hypertendu, de la même façon, un parcours de prévention qui cible les problématiques liées à l'hypertension artérielle, un petit peu à l'instar de ce que fait la CNAM avec Sophia. C'est frustrant d'autant plus qu'on a un client qui va utiliser à la rentrée notre solution et qui lui-même peut aussi utiliser les données, notamment assurantielles, pour avoir une démarche très ciblée. Donc nous, on ne peut pas. Donc en fait, on utilise tous les canaux de communication, tous les outils de communication que nous avons, et ça passe même par les réseaux sociaux, MGN et vous, par exemple, pour ne citer que celui-ci, pour informer nos adhérents qu'ils ont à leur disposition ce service-là, mais de la même façon qu'ils ont à disposition, par exemple, l'assistance. Donc on est sur le même principe. Et après, viennent ceux qui veulent. Et ensuite, ce qui fonctionne plutôt bien, alors c'est un peu spécifique à notre population, qui sont essentiellement issus de l'enseignement, c'est la communication un peu virale de ceux qui sont entrés dans le programme et qui commencent à avoir des bénéfices, vers ceux qui hésitent ou ceux qui n'ont pas encore fait la démarche. Donc on s'appuie aussi beaucoup sur le bouche à oreille et la présence des délégués, donc des militants de nos mutuelles qui sont sur le terrain aussi, qui sont très actifs dans la promotion du service.
Alors, une des grandes originalités de ce programme, vous l'avez mentionné, donc c'est la relation patient, le Patient Relationship Management. Quel a été l'accueil des professionnels de santé et comment se passe cette relation bien à trois avec plateforme de prévention, patients et médecins? Alors, il est multiple. On a eu un accueil plutôt, je dirais, avec une neutralité bienveillante des acteurs institutionnels. Donc, on a rencontré le CNOM, les URPS, les ARS, avec lesquels ça s'est plutôt bien passé parce que, donc, 3 ans en arrière, il faut quand même le rappeler, ils avaient plutôt une approche très concentrée vers les professionnels de santé. Donc, on arrivait avec une solution plutôt patient-centrique. Donc, ça les intéressait. Et donc, par exemple, l'ARS de Bourgogne-Franche-Comté nous a proposé de rentrer dans le comité stratégique parcours malade chronique pour faire part de notre expérience et voir si demain il y avait une articulation possible à trouver avec leurs propres solutions et outils. Donc ça, c'est côté des acteurs institutionnels. Côté des professionnels de santé, notamment les médecins généralistes en exercice libéral, ils n'ont pas été prescripteurs du programme, ils se sont pas impliqués en tant que tels dans le dispositif. Ils avaient un portail dédié sur lequel ils pouvaient se connecter et aller checker l'ensemble des données de leurs patients, ce qu'ils n'ont pas fait. On a voulu le tester. On était à peu près sûr du résultat, mais ils ne l'ont pas fait. Pour autant, quand les informations venaient de leurs patients, donc le patient pouvait se doter d'une fiche de synthèse avec l'ensemble de ces données, de motivation, les résultats que nous qualifions de cliniques. Là, il prenait le temps, pas plus de 2 minutes, mais il prenait, notamment pour les malades chroniques, le temps de regarder ces données et surtout leur évolution dans le temps. Donc, quelque part, ils se sont impliqués différemment. Et donc, on a fait des focus group avec eux. Et ce qu'ils nous ont dit, c'est tant que les solutions ne sont pas interopérables et qu'on n'intègre pas leur logiciel de gestion de cabinet ou que les données ne se retrouvent pas aujourd'hui dans le DMP, si tant est qu'ils se l'approprient réellement, et ça l'histoire nous le dira, mais ils ne peuvent pas aller se connecter sur un outil tiers. Par contre, si ça vient de leurs patients, à ce moment-là, ils font l'effort de regarder, de s'impliquer, de conseiller, voire de les motiver à continuer le programme. Donc c'est plutôt positif. Il faut y aller step by step. Alors, les pilotes en région vous ont appris non seulement donné des enseignements sur les usages, mais aussi sur les exigences technologiques et donc vous ont permis de redéfinir ce dont vous aviez besoin sur le plan des solutions et vous avez choisi Mindcare entre-temps. Donc, pour quelles raisons? Alors, qu'est-ce que Mindcare vous apporte? Pour plusieurs raisons. En fait, on a commencé le pilote il y a 3 ans de cela. On ne connaissait pas Mindcare. On avait fait un appel d'offres, mais on ne les avait pas vus et rencontrés à cette occasion-là. Donc, on avait monté un consortium avec 11 partenaires parce que personne à l'époque n'était capable de couvrir l'ensemble des sollicitations, notamment techniques et technologiques ou d'interopérabilité, etc. Donc chacun faisait un petit bout. Et en fait, isolément, ils n'étaient pas si mauvais que ça, mais ils ont démontré leur incapacité, tous ces partenaires opérationnels, à travailler les uns avec les autres. Donc on avait quand même une approche assez silotée et du coup pas fluide et en termes d'expérience patient, pas efficace. Donc on a décidé à l'issue du pilote de relancer un appel d'offres, de sonder le marché, puisque de nouveaux acteurs émergeaient. C'est à cette occasion-là qu'on a fait la découverte de Mindcare, qui a participé à l'appel d'offres. Pourquoi eux? En fait, on avait 2 solutions. C'est s'appuyer sur un éditeur de logiciels, donc avec déjà un certain nombre d'existants, de modules opérationnels et de suites logicielles existantes, soit tout développer from scratch. On avait l'urgence de ne pas créer trop de rupture entre le pilote et la suite, la généralisation à l'ensemble des adhérents, donc plusieurs millions de personnes. Du coup, on s'est dit que c'était plus simple de s'appuyer sur l'expertise et l'existant de Mindcare versus d'autres prétendants à notre accompagnement. L'idée, c'était pour innover, il faut aller vite. Donc, on estimait qu'on allait être time to market plus rapidement que de tout développer par nous-mêmes. Et le dernier point, ça nous évitait de nous concentrer sur la stratégie, c'est-à-dire des nouveaux produits, des nouveaux services, et de laisser faire les experts sur la partie technique et fonctionnelle.
Alors, vous avez évoqué le fait que le programme, la politique publique Ma Santé 2022 soit très centré sur les soins et peut-être un peu zapper la dimension de prévention. Malgré tout, les politiques publiques qui se mettent en place vous intéressent et par exemple, le programme e-parcours, vous souhaitez travailler dans ce contexte-là. Expliquez-nous ce que ça pourrait apporter. Oui, on scrute depuis 4 ans. C'est notamment mon rôle de regarder comment évolue la réglementation et puis les orientations qui sont prises, les ambitions. On parlait tout à l'heure des projets régionaux de santé. Moi, je les étudie en permanence. Alors, au départ, ceux de l'Occitanie, de Bourgogne-Franche-Comté. Maintenant, j'ai plus de mal à tous les suivre parce qu'ils sont quand même nombreux. Mais c'est vraiment de pouvoir s'intégrer, en tout cas théoriquement, à toutes les stratégies qui émergent aujourd'hui. Il y a le e-parcours, le DMP, j'en parlais tout à l'heure. On a rencontré à de multiples reprises les équipes d'Yvon Merlière, l'idée étant de déverser les données de prévention dans le DMP. Un DMP qui est constitué des seules dépenses de santé, je pense qu'à un moment donné, tout le monde va vite s'y souffler et surtout pas y voir d'intérêt, et les patients en premier. Donc c'est de l'alimenter avec d'autres types de données qu'il maîtrise lui-même, et notamment les données de prévention, que moi je qualifie vraiment comme étant des données de santé et non pas de soins. Donc là, les agendas étaient compliqués pour les uns et pour les autres, hein, mais je pense qu'il faut qu'on se revoie et qu'on fait des tests. Alors, ce sera plus déverser nos fiches de synthèse Vivoptime que les réelles données, parce que le DMP ne permet pas de le faire, en tout cas dans l'immédiat. Mais voilà, donc c'est un des exemples de comment on s'intègre dans tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre écosystème e-santé. Et peut-être une dernière question avant de passer le micro à la salle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a vraiment surpris à l'occasion de la mise en œuvre, auquel vous ne vous attendiez vraiment pas par rapport à tout ce que vous aviez prévu ? C'est l'accueil de nos adhérents et notamment des plus seniors. Je pense que le service a surtout très très bien fonctionné pour les adhérents de plus de 65 ans. Alors certes, on nous dirait que c'est ceux qui sont les plus impactés par une dégradation de leur état de santé et qui identifient le mieux les bénéfices, mais pour autant, on avait beaucoup de craintes sur leur capacité et leur côté geek qui était nécessaire pour utiliser le dispositif. Notre plateforme médicalisée a permis de les accompagner. Comment je me connecte, j'ai perdu mon mot de passe, comment je fais, à leur expliquer la difficulté d'entrer dans le dispositif, puisque, eu égard les contraintes réglementaires, la double authentification, etc., etc. Mais voilà, donc on a eu quand même une très bonne implication des seniors. C'était une vraie surprise. La deuxième rapport d'étonnement, s'il fallait en faire un, c'est le manque d'investissement ou d'écoute ou d'étude du dispositif par la CNAM, je l'évoquais tout à l'heure, notamment parce qu'on a beaucoup travaillé sur l'articulation, par exemple, de Vivoptime Cardio avec les services en santé qu'ils développent et puis avec leur existant, notamment sur Sophia Diabète, ça pouvait faire sens. Donc là, on est un peu déçus, mais bon, donc tact, on continue notre chemin. Et le dernier rapport d'étonnement, c'est que bien qu'on a des acteurs dans notre écosystème e-santé très pointus qui maîtrisent bien la technique, finalement, on a quand même parfois un différentiel entre les besoins métiers, la nécessité d'avoir une approche fonctionnelle adéquate ou pertinente, et puis les capacités techniques qui finalement soutiennent les deux premières strates. Donc ça, c'est un vrai point de vigilance qu'on partage et que nous avons avec les équipes de Manicare.